Mercredi 16 octobre, il est 18h. Merci de nous rejoindre comme chaque soir sur le plateau d'Accès Direct. Nous sommes ensemble pour une petite heure de rencontres et d'actu sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, Cécile me rejoint sur le plateau dans quelques secondes pour sa petite sélection de belles initiatives, de la biodiversité, de la solidarité et de l'innovation. Bientôt un spectacle, un siècle de belles histoires racontées grâce à la magie des marionnettes à Genève. Il est l'un des rares théâtres reconnus en Europe comme exclusivement dédié à la création marionnettique. Sa directrice me rejoint dans quelques minutes. Et du théâtre, nous irons ensuite vers la musique, toujours sur les bords du Léman avec la programmation de la Grange au Lac à Évian. Le directeur viendra nous parler de la programmation à venir. Mais avant, la programmation du JT, comme chaque soir, avec les titres. Et Victoria, cette semaine, qui s'y colle. Et oui, comme tous les jours cette semaine, c'est moi, Fanette. Et on commencera avec une mobilisation dans le pays de Gex. Oui, du côté de Gex, effectivement, au collège Charpac, les parents des élèves se sont mobilisés puisque leurs enfants n'ont pas de professeur d'allemand depuis le début de l'année, une situation qu'ils dénoncent. Évidemment, on verra un reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis, suite des reportages préparés par Sébastien lors de la présentation des équipes de France de ski à Paris en début de semaine. Oui, Sébastien y a assisté à Paris, tu l'as dit, et donc il nous prépare ce soir un reportage sur le savoir-faire français en matière d'organisation de Coupe du Monde, puisque 21 manches de Coupe du Monde sont organisées en France cette année. Ça fait pas mal de choses à organiser, donc on verra son reportage tout à l'heure. Eh ben merci Victoria, et puis là tu restes avec nous pour la revue de presse et c'est Cécile qui nous rejoint cette semaine. Bonjour Cécile. Bonsoir. C'est toi... C'est toi ce soir qui nous accompagne pour la revue de presse. Et l'actualité qui t'a marqué aujourd'hui, ça se passe du côté d'Alpine Aluminium dans le bassin annécien. Et oui, qui a donc de très gros ennuis puisque ils avaient obtenu un sursis, je crois, jusqu'à demain ou après-demain, le 18, oui. pour retrouver un repreneur. Pour la faire très courte, c'est une SCOP depuis 2015. Donc, les salariés qui ont racheté cette entreprise qui est plus que centenaire, c'est la dernière entreprise du bassin annécien aussi vieille à être encore en activité. Elle a un super carnet de commandes, elle a des fournisseurs, elle a tout ce qu'il faut, sauf un appareil productif vieillissant que les anciens propriétaires n'ont pas suffisamment entretenu et du coup ça pose un gros problème. Ils ont besoin de 10 millions pour refaire partir l'entreprise et les ennuis ne venant jamais seuls, cette année ils ont eu plein de problèmes, un incendie, une personne qui s'est tuée dans les locaux en activité, en train de travailler. Bref, cette belle histoire va peut-être s'arrêter bientôt et je trouve que c'est dramatique. Il y a quand même 100 personnes qui risquent de perdre leur emploi. Et voilà, c'était un témoin de l'histoire industrielle de l'agglo et voilà, ça me fend le cœur de voir ça. Et on va y revenir également, Victoria, dans le JT. Effectivement, puisque les salariés étaient mobilisés une deuxième fois, on avait déjà vu un reportage d'Emmanuel Jaude la semaine dernière. Les salariés, la centaine de salariés étaient devant les grilles de l'entreprise. Ils ont renouvelé l'opération aujourd'hui dans l'espoir évidemment de trouver un repreneur. Pour le moment, il n'y a personne a priori pour reprendre l'entreprise, donc ils n'ont plus que 48 heures pour trouver ce repreneur. Ils lançaient un dernier appel aujourd'hui. On verra des réactions recueilli par Florian Brenin. Et puis de mon côté, dans la revue de presse, un article de la Tribune de Genève. Il revient sur le Léman Express qui sera lancé, vous le savez, toutes les deux, dans 2 mois tout juste. L'ensemble des trains suisses ou français est désormais bienvenu dans le pays voisin. Les CFF l'ont annoncé mardi en primeur à nos confrères de la Tribune. L'autorité française compétente a accordé l'homologation au constructeur Stadler pour leur rame de type Flirt. Donc les Français ont autorisé les Suisses. Et puis l'inverse est vrai. Une semaine plus tôt, c'est Berne qui avait autorisé l'exploitation en Suisse des automotrices Régiolis bâties par Alstom et acquises par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, les 2 pays ne se sont pas mis d'accord sur le choix d'un matériel commun, d'où ces 2 rames différentes. Et avant la date fatidique de la mise en service, dans 2 mois, quelques 150 mécaniciens des CFF et de la SNCF doivent être formés sur les 2 types de trains. Si ceux-ci rouleront dans les 2 pays, il est prévu pourtant que les conducteurs se spécialisent
Chacun d'un côté de la frontière et se passant les commandes en Gardanne-Masse. Des marches à blanc auront lieu sur le réseau transfrontalier en novembre. Donc un petit peu d'organisation pour faire simple sur un beau projet transfrontalier. Merci Victoria, on te retrouve tout à l'heure pour le JT. Alors Cécile, on va passer à tes belles initiatives et on va commencer en Savoie avec Alpina Savoie qui est une des grandes entreprises savoyardes qui lance un appel. Alors oui, Alpina Savoie, qui est une entreprise des plus anciennes du territoire, fondée en 1844. Et c'est le plus ancien semoule pastier français, c'est comme ça qu'on le dit. Elle est reconnue entreprise du patrimoine vivant depuis 2017. Ça se passe à Chambéry et depuis la rentrée, ils ont décidé de se lancer dans un programme de mécénat inédit, disent-ils, en faveur de la restauration de la biodiversité. Alors, ça veut dire quoi, ça? En fait, ils se sont associés à un institut de recherche de la Tour du Valat, il s'appelle comme ça, et cet institut va lancer une étude qui va durer 3 ans. Ils vont identifier un certain nombre d'agriculteurs et essayer à terme de mettre en place des pratiques agricoles nouvelles qui seront favorables à la restauration de la biodiversité. En fait, Alpina finance l'étude. Et en parallèle, elle met en lien les chercheurs de l'Institut et les agriculteurs qui travaillent pour eux, ceux de la Camargue en l'occurrence, qui produisent du blé dur bio sans utiliser de pesticides. Et donc en fait, il va y avoir tous ces échanges. Et le but étant donc d'essayer de contribuer à une préservation évidente de notre planète. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et puis, un geste simple et solidaire. Ils sont venus sur le plateau en parler, mais il fait bon de le rappeler. Ouais. Riders for Refugees, avec l'accent. C'est vrai, je te laissais le soin de le dire. Association créée par Dany Bureau, je le dis à la française, à l'époque rédacteur en chef d'un magazine de snowboard qui s'est rendu à Calais. Dans ce qu'on appelait la jungle de Calais. Et évidemment, je suppose que c'est une visite qui traumatise beaucoup. Et de ça est née l'idée de créer cette association qui a principalement comme mission d'aller collecter des vêtements chauds et de les redistribuer une fois triés, tout bien remis en état, auprès évidemment de personnes qui en ont besoin. Donc la collecte se passe tout le mois d'octobre, ça s'arrête le 31. C'est la 4e campagne qui est organisée. Pour mémoire, 6300 articles collectés en 2018, 7 villes de destination, de livraison, donc Annecy, Briançon, Lyon, Grande-Synthe, Calais, Paris et Athènes. Et puis là, il y a 30 points de collecte, 9 dans les pays de Savoie, Annecy, la Ravoire, Métais, et alors celui-là, je l'aime bien, Chénaz-les-Frasses, donc pas très très loin d'Albi-sur-Chéran. Où on peut déposer, et ce qui me plaît bien, c'est que non seulement l'association récupère des vêtements chauds auprès des particuliers, mais il y a aussi le volet entreprise, puisqu'ils vont se mettre en contact avec les grandes marques de outdoor qu'on connaît à Annecy, puisque beaucoup sont localisés ici, et tout ça pour la bonne cause. Et le 7 mars prochain, ils organisent même un événement à Pras-sur-Arly, où ils vont permettre à 50 réfugiés de découvrir ce qu'est la glisse, de sortir un petit peu de leurs ennuis quotidiens auprès des bénévoles, des ambassadeurs qui sont tous des professionnels du ski ou du snowboard et de tous ceux qui auront envie de partager ce moment avec eux. Tout est expliqué, les points de collecte sur le site ridersforrefugees.com. Et puis, on termine avec, là encore, il y a une question de vivre ensemble, etc. Mais là, ça passe par l'innovation. Oui, en fait, c'est Passeurs d'avenir, Campus Passeurs d'avenir. C'est le 4e, organisé par l'association Agissance. Ça se passe le 12 novembre à la ferme de Bressieux de Bassin, donc en Savoie. L'objectif, c'est de faire émerger des projets d'innovation sociale sur les pays de Savoie, peut-être plus Savoie que Haute-Savoie d'ailleurs, à travers tout un tas d'ateliers qui réunissent des étudiants avec des adultes, des collégiens avec des lycéens. Donc toute la journée, il y a toute une série d'ateliers autour de thématiques, de petits groupes de travail qui vont plancher sur des idées et voir comment ça peut être mis en œuvre. Et puis ensuite, il y a une restitution publique. Donc là, on en voit quelques images à l'écran. Cette restitution publique se fera, et c'est aussi un petit peu la note joyeuse de l'histoire, en présence d'Alexandre Jardin, qui en dehors d'être un écrivain et un cinéaste que beaucoup connaissent, c'est le fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Il sera là avec une partie de son équipe, et puis ensuite suivra une conférence.
Et c'est vrai que c'est un moment, moi j'y étais l'an passé, j'ai écouté d'ailleurs ce que disait ce monsieur, où les jeunes, on se rend compte que, évidemment, les jeunes ont beaucoup d'idées et C'est souvent pas vrai. c'est assez pertinente pour tout un tas de choses. Le mouvement bleu-blanc-zèbre, Zèbre, c'est un mouvement citoyen qui s'était monté, si je ne dis pas de bêtises, un peu avant les présidentielles. Alexandre Jardin avait lancé ça pour, pareil, récolter des idées pour faire un petit peu avancer la société autrement que comme elle avance en ce moment avec tous les dangers vers lesquels elle va. eh ben, merci beaucoup Cécile, j'espère que vous avez tout bien noté et plein de bonnes idées. Merci bien, à bientôt. Et les prochains invités vont t'intéresser, on a 2 invités culture aujourd'hui. Formidable, je reste. Merci Cécile. J'accueille maintenant donc pour ouvrir cette large page culture Isabelle Mater, la directrice du Théâtre des Marionnettes de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, votre théâtre fête ses 90 ans cette année, 90 ans de création marionnettique dans un lieu fixe. C'est la spécificité, une parmi d'autres sans doute, du Théâtre de Genève? On n'est pas dans un lieu fixe depuis 90 ans. Ça a commencé à être dans d'autres salles municipales. Dans les années 40, la fondatrice de ce théâtre a recueilli, a dédié une salle de son immeuble particulier pour créer une salle de théâtre avec salle de spectacle et avec le public, de répétition, etc. Et puis c'est seulement depuis les années 84 qu'on est situé à la rue Rodot, dans le quartier de Plainpalais, avec une salle construite expressément pour la marionnette. Un super rapport scène-salle, voilà, et des outils, un outil vraiment bien développé pour la création marionnettique. Et on dispose aussi d'une salle de répétition, ça nous permet de créer nos propres spectacles, de coproduire d'autres spectacles et d'en accueillir aussi beaucoup. Et puis, il y a de la création de costumes, de décors, si je me trompe pas. Quand on parle de création marionnettique, de quoi on parle précisément? Est-ce que c'est peut-être un des arts qu'on connaît finalement le moins? C'est-à-dire qu'il n'est pas si courant, il est plus si courant par rapport évidemment au théâtre. On est un peu dans un endroit de niche, mais on développe des compétences assez particulières, et notamment la fabrication de marionnettes ou d'objets manipulés, manipulables. C'est vrai que c'est des compétences qui ont évolué aussi. Les sculpteurs de marionnettes se sont aussi transformés. Il y a de nouvelles tendances en matière de création, d'orientation esthétique, etc., de type de manipulation, de technique aussi. Le théâtre des marionnettes était au départ exclusivement fait avec du fil, des marionnettes à fil long. Et puis donc là, ce sont les comédiens qui sont au-dessus. Voilà, à 2 mètres du sol et puis qui ont, voilà, sur un pont. Au-dessus, on a aussi maintenant, après, il y a eu des marionnettes à fil court. Et maintenant, en fait, c'est un théâtre qui est ouvert à toutes les formes de manipulation, des formes plus contemporaines, des formes comme le théâtre de marionnettes de table, le théâtre d'objets, le théâtre plus décalé. Voilà, maintenant, c'est un théâtre vraiment qui s'ouvre et qui recherche. Mais on garde toujours une attention particulière à maintenir cette tradition du fil. Parce que c'est vrai que c'est une tradition qui disparaît un peu dans la création marionnettique en général. Et voilà, on essaye de trouver en quoi ce fil peut encore aujourd'hui faire sens et nous raconter des choses. Il y a un fort attachement au théâtre intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des spectacles à partir de l'âge de 2 ans, mais il y a aussi des spectacles pour adolescents, pour adultes. Oui. Ça, c'est une diversité qui est essentielle, qui est dans l'ADN de votre théâtre? Alors oui, depuis toujours, le Théâtre des Marionnettes a vraiment proposé des spectacles à la fois des fois pour les adultes, des fois pour les enfants. Et c'est vrai que pendant une époque, on a réduit la marionnette à une sorte de proposition intermédiaire vers le grand théâtre, comme une sorte de marchepied pour découvrir le vrai théâtre. Mais on se rend compte et on le sait, parce que depuis tout temps, la marionnette est un art tout public. Donc elle touche à la fois les enfants et les adultes. Et au TMG, on essaye vraiment de proposer des spectacles adéquats à chaque tranche d'âge. Et comme vous le dites, depuis l'âge de 2 ans, on a des propositions. Et on a des propositions qui sont vraiment que pour les adultes. Voilà, à part le fait que quand on propose des spectacles pour les petits, il n'y a pas de limite d'âge maximale.
C'est vraiment toujours des choix qui sont faits pour plaire aussi aux adultes qui accompagnent On peut se faire les plaisir enfants. aussi Exactement. en les Ça doit accompagnant. être un plaisir partagé. Vous avez parlé de co-création et d'accueillir aussi des compagnies. Le théâtre s'est ouvert depuis pas mal d'années maintenant aux compagnies étrangères. La programmation est riche. C'est un art qui se porte bien. Oui, c'est extrêmement. Moi, pourtant, je vois beaucoup de spectacles maintenant que je vais repérer dans des festivals et tout ça, mais c'est vraiment un art étonnant. Il y a une recherche très forte de liens entre le fond et la forme, de trouver des nouvelles façons de dire. Il y a toujours des nouveaux sujets. Et effectivement, la partie plastique, tous ces éléments qu'on met ensemble, que ce soit le texte, l'objet, le geste du manipulateur, toute cette alchimie qui se passe, elle est chaque fois différente. Et moi, je suis chaque fois surprise, étonnée de la diversité qu'on peut trouver. Alors je l'ai dit au début de cette interview, c'est une année particulière, vous fêtez vos 90 ans, donc une programmation un peu particulière aussi. Vous avez prévu de nombreuses inaugurations de vitrines. Là, il y en a eu déjà une là, il y a quelques jours, la prochaine aura lieu le 15 novembre. De quoi on parle, comment ça se passe? Alors ces vitrines, c'est pas des vitrines, disons, on va voir des marionnettes. C'est des vitrines. J'avais aussi envie de faire connaître ce théâtre et de le faire, l'histoire de cette institution, de la faire apprivoiser par des jeunes créateurs. Donc on a travaillé avec des étudiants de la HED, la Haute École d'Art et de Design à Genève, et on a découpé l'histoire du TMG en 9 décennies. Et chaque décennie a été prise en charge par un groupe d'étudiants qui ont traduit ce qu'on leur a raconté, les éléments qu'on leur a donnés sur l'histoire du théâtre, les innovations qu'il y a eu, le type d'orientation esthétique, etc. Et ils ont retraduit à leur façon cette ambiance synthétisée 10 ans en une installation plastique dans une vitrine. À chaque fois, c'est un lieu qui a un lien avec le TMG, soit de sens, soit géographique, voilà. Et donc la prochaine, le 15 novembre? Elle sera à la Bibliothèque des Minoteries, qui est dans le quartier, à côté de chez nous, vraiment le quartier de Plain-Palais. C'est une bibliothèque qui vient d'être refaite et qui a été réinaugurée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on va retrouver ce lien avec la littérature qu'on a depuis toujours aussi avec les marionnettes. Alors évidemment, une programmation riche tout au long de l'année. Si vous aviez un coup de cœur à nous faire partager. J'en ai autant qu'il y a de propositions, évidemment. Oui. Mais par exemple, si on a envie de faire un vrai voyage et de découvrir une nouvelle façon de vivre la marionnette, de vivre le théâtre, de vivre la culture, qui est à la fois entre le rituel sacré et la fête populaire, il y a le Mahabharata, de la compagnie Jeux de Vilain, qui va être là au mois de novembre. C'est un spectacle tout public, mais vraiment adulte, ado et à partir de 8 ans. C'est fascinant, c'est la grande épopée hindouiste, mais bon, cette fois on l'a fait en version de 2 heures. Normalement c'est une cérémonie qui peut durer la nuit entière. Là ça va durer que 2 heures, ça se joue chez notre partenaire et coproducteur le Théâtre du Loup. Et c'est un endroit où on peut bouger autour de l'écran. Il y a une musique qui est jouée par un gamelan, qui est un instrument percussif. C'est fantastique comme ambiance, comme histoire aussi. C'est des histoires qui sont universelles. Et voilà, tout d'un coup, on est transporté ailleurs, dans une autre manière de vivre la culture ensemble. Et donc, en termes de date, là, on est sur le mois de novembre, 20-24 novembre. 20-24 novembre. Et de toute façon, toutes les infos, la programmation, on peut réserver et acheter ses places sur le site marionnette.ch. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la musique maintenant avec la programmation de la Grange au Lac du côté d'Évian. Avec moi pour en parler, Alexandre Emardin-Kerr, le directeur exécutif de la salle. Bonjour, bonsoir. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. Alors pour sa deuxième édition, la Grange au Lac, c'est une saison, c'est une programmation au fil des saisons. Et donc on va commencer avec l'automne. Et pour sa deuxième édition, le festival Voix d'automne rend hommage cette année à une immense institution, puisque c'est le 350e anniversaire de l'Opéra national de Paris. Comment on rend hommage à une institution comme celle-ci ? Eh ben, on lui rend hommage en l'accueillant, puisque c'est l'Opéra national de Paris, c'est une institution nationale et internationale, mais elle se trouve géographiquement à Paris.
Et c'est important que cette institution se déplace, y compris en région. Et on a beaucoup de chance de l'accueillir à la Grange-au-Lac. Alors c'est un festival qui est construit autour de la voix, évidemment. Pourquoi 350 ans? Parce que, je vous évite le calcul fastidieux, mais en 1669, c'est la création de l'Académie royale de musique qui s'est du coup transformée et qui s'est transformée en ce qui est devenu et ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Opéra national de Paris. Et on lui rend hommage en essayant d'illustrer en musique avec des partitions de Rameau, notamment Les Indes galantes, puisque c'est la production qui était actuellement à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille, Les Indes galantes, que nous accueillons à la Grange-au-Lac samedi 19 octobre en version de concert, donc une version sans mise en scène, mais le titre de Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes, avec le casting de l'Opéra de Paris. On lui rend hommage aussi en invitant l'Académie de l'Opéra de Paris, qui est un programme à destination des chanteurs, mais pas seulement des chanteurs, qui sont à cette frontière entre la fin du cursus d'apprentissage et le début de la carrière internationale. Et donc, c'est un programme excessivement exigeant qui leur permet de mettre un pied dans la carrière internationale. Et on a beaucoup de chance de les accueillir à la Grange-au-Lac. Vous l'avez dit, hein, c'est un festival autour de la voix. Il y aura plusieurs, vous l'avez dit, concerts. Hein, ça commence ce vendredi jusqu'au 20 octobre. D'ailleurs, j'en profite puisque vous nous avez fait un joli cadeau. Un cadeau en tout cas aux téléspectateurs de 8 Mont-Blanc. Pour le concert de vendredi, si vous appelez, il y a toutes les infos qui vont s'afficher grâce à la magie et le talent de Camille et de Damien. Super, merci. Et donc une place achetée, vous avez une place offerte avec le code Berlioz. Vous pouvez donc appeler jusqu'à vendredi 16h. Vendredi, du coup, qu'est-ce que... Alors, Benjamin Bernheim, c'est un immense ténor. Franco-suisse, c'est un petit peu le régional de l'étape d'une certaine manière, puisque il a passé une partie importante de sa jeunesse entre les rives suisses et les rives françaises du lac Léman. C'est un ténor qui est en train d'exploser sur la scène lyrique internationale et qui vient de chanter le rôle d'Alfredo dans la Traviata à l'Opéra de Paris, qui vient d'enregistrer son premier album pour la maison Deutsche Grammophon et qui va chanter en récital avec l'Orchestre des Pays de Savoie placé sous la direction de son directeur musical Nicolas Chalvin. Un programme en deux parties. Une première partie Berlioz, d'où le code Berlioz. À noter, donc. Puisque c'est un autre anniversaire. En 2019, on célèbre aussi l'anniversaire Berlioz. Donc c'est un petit clin d'œil évidemment à cet anniversaire. Et en deuxième partie, des airs très connus que tout le monde a dans l'oreille de la littérature pour ténor à l'opéra, des pièces de Massenet notamment que beaucoup ont dans l'oreille. Et on est très heureux de recevoir Benjamin Bernheim qui va faire son premier grand récital solo à la Grange-au-Lac. C'est le concert inaugural qui lance la saison. Il y a une forme d'impatience là à quelques jours, là c'est le cas de le dire, à quelques heures même de lancer cette programmation. Oui, alors on est très heureux de retrouver le plateau, l'énergie du plateau, la lumière, le public, enfin la musique. Alors c'est une saison effectivement un peu particulière puisqu'elle s'articule de façon étonnante. C'est 4 temps forts festivaliers. Vous l'avez vraiment construit sur les saisons. Voilà, sur les saisons, parce que la Grange-au-Lac, c'est une salle particulière puisqu'elle s'inscrit totalement dans son environnement naturel. Et donc, c'était logique que la programmation rende hommage à la nature, puisque la salle, la Grange-au-Lac, c'est une salle totalement en bois qui est posée sur la pente, posée dans un bois de mélèze. Entre lac et montagne, et donc c'était tout naturel que la programmation rende hommage à ce qui est ce qu'on ne peut pas, ce qui ne nous échappe pas, c'est-à-dire la nature dans la salle, les bouleaux en fond de scène et puis tout autour de la salle évidemment.
Et c'est une saison particulière aussi parce qu'on a la possibilité aussi d'accueillir des institutions en résidence. Et donc, tout ça mis bout à bout, c'est une saison d'une quarantaine de concerts. Quarantaine de concerts. Donc là, on a parlé du festival Voix d'automne. On va dire quand même un mot sur l'hiver. On n'en est plus si loin. Avec la 4e édition du festival de jazz qui a été décalée pour être vraiment au cœur de l'hiver. Donc ça se passera au mois de février, du 14 au 16 février. Donc là, c'est du jazz. C'est du jazz. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir en quelques mots? Alors, on va accueillir une première soirée le vendredi soir autour de jazz plutôt oriental avec deux figures. Une figure plutôt de la jeune génération, une jeune trompettiste très talentueuse qui s'appelle Yaz Ahmed et qui sera, le concert se poursuivra avec une figure tutélaire du jazz oriental qui est Dafer Youssef. Le lendemain, le samedi, une première partie avec encore une fois la jeune génération féminine, encore une fois Anne Passeo, et puis une deuxième partie avec l'immense Monty Alexander, donc là c'est du jazz caribéen plutôt, et puis on va réinviter le Keystone Big Band. L'année dernière c'était pour le Carnaval des animaux jazz, cette fois-ci ce sera le Pierre et le Loup en version jazz également. Un petit clin d'œil évidemment à la programmation classique de la Grange au Lac. Et donc ça, ce sera du 14 au 16 février. Et puis après, il y aura la 3e édition du Printemps de la Grange. Donc là, on est sur du piano. Avec une carte blanche accordée à... Je vais écorcher son nom, je suis Yuja Wang. Voilà. Wang. Ça se passera du 8 au 10 mai. Donc là, voilà, vous lui avez laissé les mains libres. Alors oui, quasiment, quasiment. Non, c'est un travail. Ça se fait en concertation évidemment, mais aujourd'hui c'est l'une des très grandes stars du piano international. C'est un festival Printemps de la Grange qu'on a voulu un petit peu comme étant le piano sous toutes ses formes, c'est-à-dire le piano solo, le piano chambriste, le piano concertant. Et donc on aura l'occasion de retrouver Yuja Wang suivant ces différentes formes du piano avec le Sinfonia Grange au Lac qui est l'orchestre de la phalange qu'on a créée pour la Grange au Lac. Donc c'est des interprètes qui viennent des plus grands orchestres européens et qui, à l'espace d'un concert, plusieurs fois dans la saison, se retrouvent pour les festivals. Et ben voilà, 3 belles saisons à vivre à la Grange au Lac. Et donc je rappelle, et je vous remercie encore, si vous appelez à la réservation, à la Grange au Lac, les infos vont s'afficher. Avec le code Berlioz, vous avez pour le concert de ce vendredi, le 18 octobre, une place achetée. Pour une place achetée, une place offerte. Et vous pouvez appeler jusqu'à vendredi 16h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec moi juste le temps de vous dire à tout de suite, puisqu'on se retrouve pour le JT après une petite page de publicité. Je vais y arriver. Merci. Merci beaucoup.